15 ans de rencontres, de débats, de réflexion, de partage nous permettent aujourd'hui, à l'Observatoire des cadres, de proposer ces nouveaux enjeux et donc d'en débattre ensemble. Jean-Marie Bergère et Yves Chassard vont vous présenter maintenant ces enjeux. Bonjour. Avant de présenter les 3 questions que nous nous sommes posées tout au long de cette préparation, il nous a semblé nécessaire d'affirmer une conviction, de réaffirmer quelque chose qui nous paraît important, qui ne fait pas l'objet spécifiquement d'une question. Au fond, nous sommes devant un paradoxe. D'un côté, le nombre de cadres augmente, l'expertise, la compétence, qui n'est pas leur apanage, mais qui est quand même quelque chose qui n'est pas leur exclusivité, mais qui est une marque du travail des cadres, sont de plus en plus importants. Et de l'autre côté, on a le sentiment que le travail particulier des cadres se dilue, s'évapore, d'un côté au sein d'organisations dans lesquelles de moins en moins formelles, de travail de plus en plus en réseau, d'organisations matricielles, de diminution des échelons hiérarchiques et des relations hiérarchiques dans l'entreprise et dans les administrations. Et d'un autre côté, ce travail se dilue aussi du fait d'organisations qui sont confiées de plus en plus à des outils de gestion, à des logiciels de gestion intégrés qui seraient censés faire le travail à la place des cadres. Ce constat fait, il nous paraît tout à fait à l'opposé que dans les organisations actuelles qui supposent plus d'interaction, plus de travail en réseau, plus de partenariat, plus peut-être d'externalisation d'un certain nombre de fonctions, de travail tout au long d'une chaîne de valeur, que ce travail-là ne demande pas moins d'organisation, ne demande pas moins de management, mais bien au contraire, il réaffirme l'importance fondamentale du travail d'organisation et du travail que les cadres doivent faire au sein de ce travail d'organisation. Au fond, on pourrait le dire comme ça, en disant que la performance, la compétitivité, l'innovation sont de plus en plus liées à l'efficacité organisationnelle. Et que cette efficacité organisationnelle, ce travail de management, ne se fera pas sans les managers. Il ne se fera pas en ajoutant des normes de gestion, des procédures aux procédures existantes. Il se fera fondamentalement avec les managers, en donnant la parole aux managers, en essayant de connaître et de mieux reconnaître le travail particulier qui est le leur et qui fait vivre les organisations, leur donne leur élan et leur capacité à innover, leur capacité à créer de la coopération, à recréer du collectif au sein des organisations et à le faire vivre au service de l'entreprise et de ceux qui y travaillent. Et ne se fera pas également sans une prise en compte des effets, des impacts qui doivent être très réels et très concrets, des valeurs qui sont celles des cadres, qui sont des valeurs d'autonomie, d'expertise, de responsabilité. Voilà, c'était cette conviction que nous voulions réaffirmer au début. Il y a besoin de plus de management et le management ne se fera pas sans manager. Merci. Merci Jean-Marie. Donc, le moment est venu de vous proposer un peu 3 points sur lesquels nous voulons un peu alerter vous-même, et par-delà vous-même, le monde de l'entreprise, les chercheurs, tous ceux qui font vivre l'Observatoire des cadres. Nous voulons lancer 3 alertes sur 3 points qui nous semblent particulièrement cruciaux, importants, et qui partent du constat de 3 carences qui sont apparues fortement au fil des 15 années de débats au sein de l'Observatoire des cadres. Donc je parlerai d'abord de la première alerte concernant la question de l'évaluation du travail des cadres. J'embrayerai ensuite en parlant de la question de l'apprentissage du management, qui nous semble particulièrement défectueux
aujourd'hui, et je redonnerai le micro à Jean-Marie pour parler de la question des carrières. Quelle carrière pour les cadres? Première alerte, c'est celle qui ressort le plus nettement des débats que nous avons. Vous verrez, dans votre dossier, vous avez un historique un petit peu synthétique des débats au fil de ces 15 ans. Première alerte, c'est part du constat que, ça a été souligné par beaucoup d'auteurs qui réfléchissent sur les questions de management, du constat que les entreprises et les administrations, parce que les administrations ne suivent le pas, ont beaucoup de mal, sont très impuissantes à reconnaître la vraie valeur du travail de leurs salariés. Et ceci nous paraît encore plus vrai pour les cadres. Ça ne veut pas dire du tout que les cadres refusent le principe de l'évaluation, au contraire, mais qu'il y a une forte aspiration à être jugés sur la réalité du travail qu'ils fournissent pour leur entreprise ou leur administration. Et cette carence, il nous semble qu'elle vient d'un abus des indicateurs, des critères quantitatifs, dont on sait maintenant qu'ils sont mis en œuvre à intervalles de plus en plus rapprochés. Il y a des reportings trimestriels maintenant, quand c'est pas mensuel. Quand un cadre prend ses fonctions maintenant, il a sur sa fiche de poste non seulement la description de sa mission, les critères d'accès pour le poste, mais il a aussi tout de suite la batterie des indicateurs sur lesquels il sera jugé au moment de ce qu'on appelle maintenant la performance review, qui va s'opérer par exemple tous les trimestres. Et il y a un grand pape du management, que connaissent tous les spécialistes, qui s'appelle Henry Mintzberg, un Canadien anglophone, qui a cette assertion très forte, qui m'a beaucoup frappé. Il écrit plutôt, si vous embauchez un cadre et vous lui dites, voilà, votre objectif c'est d'augmenter vos ventes ou autre chose, de 10%, si vous n'y parvenez pas, eh bien c'est la porte. Il dit, moi j'ai une petite fille de 6 ans, dans ces conditions, elle est capable d'être un très bon manager. Si c'est ça le management, ça veut dire, pour lui, c'est le degré zéro du management. Ça veut dire que, il me semble que cet abus des indicateurs quantitatifs vient d'une mauvaise compréhension qui s'est imposée un peu au fil du temps, en lien avec un peu les dérives qu'on soulignait tout à l'heure, que Bernard soulignait tout à l'heure, comme si l'entreprise était un peu une collection d'individus à qui on peut assigner des objectifs quantitatifs, un peu comme une tablette de chocolat qu'on coupe et qu'on découpe en carreaux. Voilà. Voilà. Et c'est là que j'en viens à notre conviction. Notre conviction, c'est exactement le contraire. Nous pensons que l'entreprise, ce n'est pas une collection d'individus, c'est un collectif de personnes qui doivent coopérer. Et que donc, la conséquence, c'est que toute performance est nécessairement collective. Elle n'est que collective. Il s'ensuit un certain nombre de conséquences. C'est que l'efficacité d'un manager, elle est mesurable à l'accroissement d'efficacité de son équipe. Vous me direz, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si on prend ces choses-là au sérieux, l'efficacité d'un manager, c'est l'accroissement d'efficacité de l'équipe qu'il encadre, qu'il manage. C'est donc la première alerte que nous voulons lancer. Il nous semble indispensable que les entreprises et les administrations se donnent les moyens de porter un jugement de valeur fiable sur le travail effectué, et notamment par leurs cadres. C'est une condition essentielle, à nos yeux, pour en améliorer la qualité. L'ODC va investir sur ce sujet, va continuer à organiser des réflexions. Nous espérons ne pas être les seuls, parce que ça nous semble un point fondamental. La deuxième alerte que nous voulons lancer, elle part également d'un constat de carence. Elle concerne l'apprentissage du management. Elle part de ce constat que les cadres sont le plus souvent laissés à eux-mêmes pour apprendre à manager. Dans les universités et les grandes écoles, l'enseignement du management est le plus souvent absent, le plus souvent inexistant,
et quand il existe, il est souvent réduit à l'enseignement de techniques de gestion. Alors il y a évidemment des exceptions, notamment chez nos partenaires, dont vous trouverez la liste à la fin du dossier. Il est évident qu'ils échappent à cette règle, mais ce sont des exceptions. Ça ne remet pas en cause la règle. Alors ça pose une question un peu plus fondamentale, qui est: est-ce qu'on peut apprendre à manager en formation initiale? Est-ce qu'on peut apprendre l'art du management, pour faire une analogie avec l'art de la médecine? Le management, c'est certainement un art, dans la mesure où il y a une part de création, peut-être même une part de vision. C'est aussi un artisanat, parce qu'il y a un savoir-faire technique qui s'apprend sur le tas. Et c'est aussi une science. Ce serait certainement ridicule de nier le caractère, en partie scientifique, du management. Alors, notre conviction, c'est que c'est une conviction provisoire. Peut-être que l'approfondissement des discussions nous amènera à changer d'avis, mais il ne nous semble pas que le management puisse être enseigné sur les bancs de l'école. Parce que simplement, il faut avoir été en situation de manager pour pouvoir véritablement apprendre, faire l'apprentissage du management. Mais pour autant, ce serait une grave erreur de croire qu'il n'est pas nécessaire du tout de faire l'apprentissage du management. C'est pas parce qu'on pense qu'il est très difficile d'apprendre le management sur les bancs d'une école que pour autant il ne faut pas en faire l'apprentissage. Et quand j'emploie le mot apprentissage, c'est au sens fort du terme, au sens qui renvoie à la notion d'alternance, c'est-à-dire qui, en fait, associe une réflexion critique sur ses pratiques, éventuellement sur celles de ses pairs, parce que ça peut se faire à plusieurs, enrichi d'un solide bagage, d'une solide formation théorique, non seulement il ne s'agit pas uniquement d'apprendre la psychologie comportementale, il s'agit d'apprendre beaucoup plus que ça, d'avoir une culture générale basée sur l'histoire, la psychologie, la sociologie, les sciences politiques, mais peut-être aussi l'histoire du syndicalisme, l'histoire des relations sociales dans notre pays. Il nous semble qu'il y a un investissement important à faire sur cette question de l'apprentissage du management. L'ODC va s'y employer. Là encore, on forme le vœu qu'on sera des pionniers, mais qu'on ne restera pas seul. Voilà, je repasse le micro à Jean. Merci. Troisième question à propos des parcours professionnels. On l'a dit, l'idée d'élargir ses responsabilités, d'avoir des promotions pour les cadres, c'est le signe, de la reconnaissance de leurs compétences. C'est consubstantiel à l'idée qu'ils se font d'un parcours réussi. L'idée de faire carrière, et dans un sens qui peut être tout à fait positif, est associée très très largement à l'idée que les cadres se font d'une vie professionnelle réussie. Aujourd'hui, chacun le sait, les cadres, même s'ils sont moins touchés par le chômage, ça a été dit, connaissent des parcours professionnels plus avec des accidents, plus aléatoires. Ils ont connu le licenciement. La peur du déclassement peut être chez eux extrêmement importante. Il faut dire tout de suite que notre idée, avant de poser la question, n'est pas qu'on va revenir à des parcours linéaires, à un emploi à vie au sein de la même entreprise, à des promotions et à un avancement très régulier au fil de carrière qui serait patiente. Néanmoins, et en prenant en compte l'ensemble du contexte actuel, il faut prendre en compte aussi le fait qu'on ne transforme pas les cadres comme les autres salariés, mais aussi les cadres en mercenaires ou en nomades, sans dommage et pour eux-mêmes, et pour les organisations, et pour la performance des organisations.
dans ce contexte-là, et c'est là toute la question et le travail qui reste à faire, il y a comme un nouveau modèle de carrière à inventer très probablement, un nouveau contrat de confiance, si je reprends l'expression qui était employée tout à l'heure, à créer. Il nous semble qu'il y a au moins 3 ingrédients qui doivent entrer dans ce nouveau contrat de confiance. Le premier, c'est de trouver les moyens de sécuriser et d'accompagner les transitions professionnelles. Ces transitions professionnelles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus diversifiées. Il faut en faire des moments de progrès, des moments d'apprentissage, des moments qui puissent être aussi des moments de promotion et pas simplement des moments où on empile des projets ou des moments de zigzag. Deuxième ingrédient de ce modèle de carrière, il faut que l'avancement, le déroulement de carrière soit régi par des règles qui soient transparentes, qui soient connues de tous, et des règles qui ne soient pas discriminatoires, c'est-à-dire des règles qui aboutissent à ce qu'il y ait réellement à la fois la parité et la diversité, et jusqu'aux étages supérieurs, bien évidemment, des organisations. Et troisième élément, qui n'est pas le plus simple, c'est que au-delà des séquences professionnelles, au-delà des projets dans lesquels les cadres s'investissent, il est nécessaire de trouver une façon de construire une unité, de donner une cohérence, de trouver un sens aux vies professionnelles, de façon à ce que chacun puisse, in fine, s'y retrouver. Merci Jean-Marc.